Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 17 janvier 2019. Bienvenue au grand rendez-vous de tous les soirs sur New World Info. Nous ouvrons ce grand rendez-vous avec le décryptage et nous irons bien sûr en Tunisie, plainte contre le président accusé d'abus de pouvoir. Et pour passer à la loupe ce thème-là, nous avons sur le plateau notre éditorialiste Mamadou Diouf. Mamadou, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Merci d'être là. Je vous en prie. Comment peut-on comprendre un peu ce qui se passe en Tunisie actuellement? En fait, il ne faut pas qu'on oublie que la Tunisie n'est pas encore sortie de sa révolution. Parce que moi, c'est comme ça que je l'appelle, puisque la révolution était due à un certain nombre d'attentes au niveau des populations. Et à chaque anniversaire, comme c'était le cas il y a quelques jours, les populations rappellent que les attentes n'ont pas été atteintes. Et ici, c'est une des attentes qui n'a pas été atteinte, puisque le président de la République a gracié un monsieur qui s'appelle Bourhan, qui est déjà un ancien propagandiste de l'ancien régime de Zine Abidine Ben Ali, qui a rejoint ensuite, après la révolution, le parti Nida Tounes. Il fait partie des fondateurs avec le président actuel. En même temps, c'est l'ami du fils du président qui s'appelle Hafiz. Il a été condamné parce que sous Ben Ali, il avait fait du faux au niveau de la société de télécommunications nationale, au niveau de la Tunisie, à partir d'emplois fictifs qui lui avaient permis d'engranger une certaine somme d'argent. Il a été condamné à 2 ans de prison et à une somme qu'il devait rembourser équivalente à ce qu'il avait engrangé. Mais curieusement, après juste 2 mois de prison, le président de la République l'a gracié. Et c'est cela que des ONG, un journal, d'autres mouvements de veille citoyenne ont contesté, mais 2 ONG et un journal ont tout bonnement porté plainte au niveau du tribunal administratif pour remettre en cause la grâce présidentielle en considérant que c'est un abus de pouvoir. Alors, quand on essaie de voir un peu le président qui est le premier homme du pays décide bien sûr de jouer à l'apaisement et trouve que le monsieur ne mérite pas vraiment la prison, qu'il faut quand même le relâcher pour la paix et le développement du pays, ça aussi c'est une mauvaise chose en soi. Oui, mais c'est que les ONG donnent d'autres arguments. Eux, ils disent ce qui avait conduit la Tunisie à la révolution, c'est ce même genre de comportement, l'impunité. Puisque eux, ils raisonnent en termes d'impunité. Ils disent que la grâce est contraire aux principes qui sont évoqués dans la constitution tunisienne. Ils disent que la grâce est contraire à l'équité. Ils disent que la grâce est contraire aux valeurs de justice. Ils disent que la grâce est contraire à la bonne gouvernance. Donc pour eux, en fait, le gracier n'amène pas une quelconque réconciliation, mais le gracier, c'est plutôt encourager d'autres personnes à commettre les mêmes fautes en matière de gestion, en se disant que si je suis l'ami du fils du président, de son neveu ou bien de sa femme, je peux moi également profiter de la grâce présidentielle, ce qui fait que, comme ils le disent, le pouvoir judiciaire a fait son travail, mais c'est comme si par la suite, contrairement à l'indépendance des pouvoirs, le pouvoir exécutif est venu à la limite nettoyer le travail qui avait été fait par le pouvoir judiciaire, puisqu'il a été condamné en bonne et due forme. Alors, parce qu'il est ami du président, du fils du président, c'est ça qui pose le problème? Pas seulement ça, il a cofondé également le parti Nida Tounes avec le président actuel. Donc on considère que lui, il a été gracié à cause de sa proximité avec le président de la République, à cause de sa proximité avec le fils du président de la République, parce qu'actuellement, il ne faut pas qu'on oublie que Hafiz, le fils du président de la République, c'est également lui, le président du parti Nida Tounes. Oui. Alors, au cas actuel, quand on essaie de voir aussi un peu le développement de l'actualité depuis un certain temps dans le pays, est-ce que le temps était vraiment à ces événements qu'on peut qualifier de deuxième rang? Oui, mais c'est que c'est une erreur de la part du président de la République. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il n'y a pas longtemps, un Tunisien s'est encore immolé par un journaliste, oui. C'était une sorte d'alarme, c'était une sorte d'alerte. C'est pourquoi je dis que la révolution n'est pas terminée, parce que ce que les gens attendaient, les gens ne l'ont pas encore obtenu, au point qu'on répète ce comportement qui a été le point de départ de la révolution au niveau de la Tunisie. Mais ça veut dire que le problème n'est pas résolu. Mais en ce moment, est-ce que c'est le moment indiqué
pendant que les gens se plaignent de la mauvaise gestion, pendant que les gens se plaignent de la corruption, pendant que leur instance vérité et dignité, IVD, qui a déposé ses conclusions à la fin de l'année 2018, se plaignaient également parce que eux qui devaient faire ce travail pour clarifier ce qui s'est passé en Tunisie, le gouvernement les a mis des bâtons dans les roues partout, de sorte que la dame-là disait même que c'est un miracle si on a réussi à présenter des conclusions. Si avec tout ça, le président gracie quelqu'un dont la culpabilité est indiscutable, sa proximité avec le président actuel est indiscutable, c'est un ancien turiféraire de l'ancien régime qui a été balayé par la révolution, mais c'est comme si le président fait du je m'en fous devant les populations. Finalement, à quoi a servi l'arrivée du président tunisien Essebsi? Malheureusement, à pas grand-chose. Ça, il faut le dire, parce qu'on a fait partir les islamistes de Ennahda en considérant que c'est eux qui favorisent le terrorisme tout en étant au pouvoir. C'était la raison fondamentale. Ils ont accaparé le pouvoir. Il y avait des problèmes sur le plan économique, il y avait des problèmes sur le plan social. Aujourd'hui, tous ces problèmes qui avaient été posés sont restés. S'il s'agit de l'insécurité, les attentats les plus difficiles ont eu lieu pendant que Nida Tounès était au pouvoir. Alors qu'auparavant, sur la base de députés qui avaient été assassinés, on s'en est pris à tout le régime en demandant à Ennahda de quitter le pouvoir, ce qu'ils ont accepté sous la forme d'une discussion, sous la forme d'un compromis. On n'a pas réglé cette question de la sécurité. Comment faire pour s'en sortir finalement? Mais ça va être difficile. Peut-être que, puisqu'on va vers des élections, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que d'ici la fin de l'année, il va y avoir des élections en Tunisie, législatives tout comme présidentielles. C'est peut-être après qu'on pourrait voir dans quelle direction la Tunisie va aller. Mais ce que Nida Tounès a fait, les Tunisiens l'ont condamné, et lors des élections municipales, on l'a vu, les indépendants ont pris de l'importance devant Nida Tounès, qui est une coalition, parce que ce n'est même pas un parti tout court, c'est un regroupement de partis et d'individualités, mais ils ont pu se faire également une très bonne part devant Ennahda, parce que les populations n'ont pas compris que Ennahda et Nida Tounès se soient mis ensemble pour gouverner la Tunisie, et le résultat n'a pas donné ce que les populations attendaient. Le résultat n'a pas donné ce que les Tunisiens attendaient au jour d'aujourd'hui. La Tunisie, depuis cette révolution, apparemment, grand-chose, on n'en a pas eu. En fait, il y a eu des changements, il y a eu une certaine stabilité sur le plan politique, il y a eu plus de liberté au niveau de la presse, il y a eu plus de liberté au niveau des individus, mais comme on le dit, les gens demandaient de la liberté, mais les gens demandaient du pain aussi. Au niveau des emplois, au niveau du chômage des jeunes, des diplômés, parce qu'il y a des gens qui sont fortement diplômés là-bas, mais qui ne parviennent pas à trouver du travail. Au niveau de la crise sociale, aucun des deux régimes n'a trouvé une solution, ce qui fait que 8 années après la révolution, les Tunisiens, jusqu'à présent, ont des plaintes à l'endroit du gouvernement, qui sont les mêmes qui étaient là avec Zine Abidine Ben Ali, qui était le dernier président avant la révolution. Alors, quand on compare un peu le pouvoir de Ben Ali et celui d'Essebsi aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas quand même donner de raison un peu, enfin, à demi-mot à Essebsi, quand on sait qu'il était venu dans un contexte aussi compliqué, il va prendre le temps avant de se positionner? Non, on ne pourrait pas le dire, parce qu'il a son fils qui est là, qui dirige le parti, qui a des prétentions également pour diriger le pays. Alors qu'un des reproches qui avait été fait à Ben Ali, c'était ce népotisme. Sa femme, son beau-frère, etc., un certain nombre de membres de la famille qui avaient accaparé le pouvoir au niveau de la Tunisie. Le même reproche est fait à ce président. L'autre élément, le président actuel a 93 ans. Il ne s'est pas encore prononcé est-ce qu'il sera candidat ou pas aux prochaines élections. Si son fils veut le remplacer pour être candidat, vous imaginez ce que ça va faire. S'il décide lui-même d'être candidat à 93 ans, vous imaginez également ce que ça va faire. Ça fait qu'au niveau de Nida Tounès même, ils ne le disent pas de façon ouverte, il y a de la dissension, parce qu'il y a des gens là-bas qui se sont regroupés, parce qu'ils disaient qu'il fallait barrer la route aux islamistes, mais également il fallait faire en sorte que la Tunisie ne retourne pas vers ce que la Tunisie avait vécu avec Bourguiba et Ben Ali. Mais s'il faut faire hériter le pouvoir aujourd'hui, c'est comme si on retourne pratiquement plusieurs pas en arrière par rapport à une Tunisie qui a eu une révolution, qui a fait des morts, des blessés,
qui, jusqu'à présent, attendent qu'on leur dise la vérité sur cette situation. Alors, ce qui veut dire que tout le travail qui a été fait par la commission Vérité et Justice, tout cela, c'est nul. Mais en fait, c'est ce que les gens craignent. Parce que la méthode tunisienne, ce n'est pas la méthode de la réconciliation. L'instance Vérité et Dignité, quand elle terminait avec un dossier, remettez le dossier au tribunal pour que la personne soit jugée. Ben, si les gens s'imaginent que les gens vont être jugés et ils vont être amnistiés, vous imaginez, la commission a travaillé pourquoi? D'autant plus que le président, il y a 2 ans, avait proposé une sorte de loi d'amnistie générale. Parce qu'à un certain moment, il faut le dire, beaucoup d'anciens pontes du régime ont rejoint Nida Tounes. De sorte que, s'il fallait respecter ce que l'instance Vérité et Dignité avait demandé, parmi ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui, il y a des gens qui doivent être jugés. Et c'est pourquoi on leur mettait les bâtons dans les roues pour les empêcher d'aboutir aux résultats qu'ils voulaient au niveau de ce travail, puisque les gens se sont repliés sur le pouvoir actuel et ont voulu certainement se protéger en rejoignant le président de la République. Finalement, à quoi va servir les conclusions de cette commission Vérité et Justice? On attend de voir. Dans le principe, il y a une commission parlementaire qui devait être mise sur pied. Et c'est cette commission parlementaire qui devait jouer un peu le rôle de commission de suivi pour faire en sorte que les conclusions soient appliquées. Mais elle n'avait pas encore été mise en place. Jusqu'à présent, les gens contestent parce qu'on dit que même la commission a pris trop de temps. La dame qui dirigeait l'instance s'est expliquée en disant qu'elles ont pris du temps parce qu'on les empêchait d'accéder à des dossiers et que même jusqu'à ce qu'ils déposent les conclusions, pour certains dossiers jusqu'à présent, ils ont demandé à l'État des documents que l'État a refusé de mettre à leur disposition. Et on se posait la question, est-ce que cet État, parce que c'est le même qui est toujours là, va appliquer les conclusions malgré la mise sur pied de cette commission de suivi composée par des parlementaires? Alors, à l'heure actuelle, quelles sont les grandes forces sur le terrain quand on sait que les élections, c'est dans quelques mois? La force qui est là, qui est constante, c'est Ennahda, c'est les islamistes. Ils ont une base extrêmement solide, ils ont leurs militants. Ils ont reculé, c'était simplement une stratégie parce que les conditions étaient extrêmes par rapport à leur gestion du pouvoir. Nida Tounes, c'est des gens qui se sont regroupés à un moment donné. C'était une action conjoncturelle pour faire face, pour s'opposer. Mais progressivement, cette union, au lieu de se renforcer, s'est plutôt effritée. Puisqu'on avait pris des gens de gauche d'un peu partout qui ne parlaient pas exactement le même langage, mais qui étaient d'accord sur le fait qu'il fallait barrer la route aux islamistes. Et les élections locales l'ont également montré. Il y a plein d'indépendants qui sont sortis, mais qui ne risquent pas de s'engager pour les élections présidentielles parce que les élections locales, on peut s'engager dans l'espace où on est bien connu. Les élections présidentielles demandent véritablement une reconnaissance au plan national. Alors, Ennahda actuellement, est-ce que c'est possible pour ces gens-là, quand on sait qu'ils sont des islamistes, ils sont vomis peut-être de tout part, d'accéder au pouvoir? Oui, en Tunisie, ils peuvent accéder au pouvoir. Ça, c'est clair parce qu'on l'a vu au niveau des résultats des législatives. Ils ont pris un très grand nombre de mairies, y compris celle de Tunis. Ça veut dire que leur représentation est là et c'est un parti qui a une base sociale extrêmement large. C'est ça que les gens oublient. Et quand vous allez en Tunisie, l'islamisme n'est pas regardé comme c'est regardé en France, aux États-Unis ou bien ailleurs. Ils font la part des choses entre quelqu'un qui dit qu'il est islamiste et quelqu'un qui est un terroriste et qui veut se réclamer de l'islam. Donc les populations, les gens ont tenu tout un discours pendant la campagne des locales en disant non, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Cela n'a pas empêché aux Tunisiens de les placer dans une situation qui est très confortable d'un point de vue élection pour un parti qui a eu à subir pratiquement tous les autres candidats qui étaient en face. Et Nida Tounes? C'est pas évident parce que leur problème, sera qui va être le candidat. Je disais tantôt que... Si le vieux décide de revenir, 93 ans, c'est beaucoup quand même. Même si on accepte dans le parti, parce que c'est peut-être lui qui va être le consensus. Est-ce que les populations tunisiennes vont vouloir être dirigées par une personne qui est âgée de 93 ans? D'autant plus que les gens ne sont pas satisfaits de son mandat. Si c'est son fils, puisque c'est lui qui dirige actuellement le parti, est-ce que les gens vont accepter? Ce que les analystes attendent, c'est que si l'un ou l'autre devient le candidat du parti, il y a des risques pour que cette coalition se disloque et qu'il y ait un autre ou bien même d'autres candidats
qui vont sortir de Nida Tounes. Pour terminer, finalement, à quoi peut-on s'attendre dans les jours qui viennent, peut-être d'ici peu? Il va falloir attendre. Ils ont déposé une plainte. On va voir est-ce que l'indépendance de la justice qui a été revendiquée pendant la Révolution est là. Est-ce que le tribunal administratif va remettre en cause la grâce présidentielle? Si cela se faisait, cela calmerait certainement les ardeurs de ceux qui ont tendance à contester. Mais c'est tout à fait possible. Le tribunal administratif est là pour ça. C'est son rôle de voir un jugement qui a été fait, un acte administratif qui a été pris et de dire que celui-là... Quand on sait que la commission Vérité et Justice était un peu empêchée dans sa démarche pour pouvoir travailler comme ça se doit pour la justice administrative, c'est possible? Oui, c'est possible. La Tunisie a intérêt à ne pas faire une nouvelle révolution. Et on est en train d'aller vers une nouvelle révolution puisque l'acte de ce journaliste qui s'est immolé par le feu, qu'est-ce que ça traduit? C'est l'exaspération des populations. Non seulement on n'est pas d'accord, mais on trouve que c'est trop. Et ce n'est pas un acte isolé. Il y a beaucoup de contestations aujourd'hui à l'intérieur de la Tunisie contre le pouvoir actuel. Comment peut-on comprendre un peu cet acte-là de s'immoler quand ça ne va pas? On s'immole et puis... Mais c'est très difficile à comprendre. Pour plusieurs raisons. Un être humain, c'est à la limite ce qu'il y a de plus sacré. C'est quand même difficile, non? Mais c'est plus que difficile. C'est pourquoi cela avait entraîné une révolution au niveau de la Tunisie, parce que les populations sont de façon générale des populations musulmanes. Dans la religion musulmane, il est interdit de sanctionner quelqu'un par le feu, même si la sanction n'arrive pas à la mort. Il est interdit de se suicider, et cet acte porte ces deux éléments. Donc quand les populations voient cet acte, ça pose plusieurs problèmes, pas seulement par rapport à l'État en tant que tel, mais on se pose la question jusqu'où cette personne s'est trouvée au point de pouvoir poser un tel acte malgré l'environnement dans lequel il vit. Mamadou Odiouf, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Monsieur, nous allons devoir marquer une pause et puis juste après, on se retrouve pour la suite du grand rendez-vous de ce soir.